Medianoche. Brasil. A Copa é nossa. A Copa ainda é nossa. 2-1 Uruguai. O coração do Brasil para. Le son que vous venez d'entendre, ou les images, si vous êtes en train de regarder cette vidéo sur YouTube, ont été enregistrées au musée du football du Pacaembu à Sao Paulo. C'est dans un couloir sombre par lequel vous êtes obligé de passer lorsque vous traversez ce musée que le Brésil évoque avec force le 16 juillet 1950, le jour où son football a totalement changé. Bonjour ou bonsoir à tous, bienvenue dans le 10e épisode, le dernier de la saison 4 de Bola Latina, le podcast 100% football latino de la rédaction de Lucarno Posé. Au menu de celui-ci, donc, nous allons retourner dans le passé, à Rio, donc le 16 juillet 1950, je venais de le dire, pour vous faire revivre, vous l'avez peut-être deviné, le Maracanazo. Pour cela, je serai accompagné de 2 guides, pas un, mais 2, oui, parce qu'ils vont représenter chacun l'un des 2 protagonistes de l'histoire du jour. D'abord, celui qui accueille, le Brésilien, celui qui va verser quelques larmes d'ici la fin de ce podcast, et qui vient d'en vivre un nouveau, un peu plus petit peut-être, mais qui en a vécu un nouveau, Marcelin Chamoin, pour le Brésil. Salut Marcelin. Salut Nico, salut Jérôme et salut à tous. Voilà, tu l'as dit, le deuxième, c'est Jérôme, voilà, face à lui, l'homme qui, au coup d'envoi de ce match, n'a encore que 3 étoiles sur le maillot. L'Uruguayen, donc, Jérôme Le Signe. Salut Jérôme. Bonjour à tous. Eh bien messieurs, allons-y, on va tranquillement remonter le temps, on va donc se poser en 1950 et on va même commencer un petit peu avant 1950 parce que plutôt que d'évoquer uniquement la finale, bien évidemment, on va aussi planter un petit peu le décor et poser un petit peu le contexte de ce match. Et donc, avant de l'aborder, avec toi, Jérôme, on va parler d'une Coupe du Monde qui revient enfin, j'ai envie de dire, en Amérique du Sud et avec un nouveau format. Oui, tout à fait. Alors, elle revient en Amérique du Sud après la première édition de 1930. À l'époque, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les pays de la FIFA s'étaient mis d'accord logiquement pour que il y en ait une en Amérique, une en Europe, une en Amérique, une en Europe. Et vous aurez bien compris, en 1938, enfin, dans la préparation de la Coupe du Monde 1938, les Européens se coalisent à nouveau pour pouvoir être de nouveau pays hôtes avec la France en 1938, ce qui fait que de nombreux pays ne reviennent pas, comme l'Uruguay, l'Argentine non plus ne participe pas, il n'y a que le Brésil de mémoire à l'époque dans les pays d'Amérique du Sud. Par contre, donc la Seconde Guerre mondiale passe par là, en effet, au début des années 40. Il n'y a pas de Coupe du Monde pendant cette période, même si c'était prévu au départ en 42, après en 49, et finalement au Congrès du Luxembourg, ils décident d'organiser la Coupe du Monde en 1950 au Brésil. En effet, donc 12 ans après la dernière Coupe du Monde en France. Voilà, et donc on revient en Amérique du Sud. On va voir, on a vu que ça avait quelques répercussions. Et je te disais, il y a un nouveau format qui est mis en place pour cette Coupe du Monde. Oui, tout à fait. Un nouveau format parce que d'habitude, les Coupes du Monde précédentes avaient vraiment un format coupe avec d'abord une partie championnat et ensuite une phase à élimination directe. Là, c'est la volonté de l'autre brésilien pour vendre un petit peu plus de place, notamment pour des matchs du Brésil, d'avoir la certitude qu'ils en jouent beaucoup parce que c'était les matchs du Brésil qui rapportaient beaucoup à l'époque. L'autre brésilien dit la Coupe du Monde va coûter cher, donc s'il vous plaît, est-ce qu'on peut faire un format
vraiment plus championnat. Et après des négociations, parce qu'il y a des pays, notamment en Europe, qui sont pas d'accord, qui veulent conserver l'esprit coupe comme ils ont plus l'habitude. Donc après des négociations, le comité organisateur se met d'accord avec la FIFA pour organiser ce championnat, cette Coupe du Monde, en 2 phases de championnat. C'est-à-dire une phase de poule avec 16 équipes, 4 poules de 4, et une phase de poule finale avec 4 équipes qui vont se rencontrer. Et donc, il n'y a pas de finale dans l'absolu. Là, on a la chance, enfin, il y a la chance au final qu'il y ait une finale qui soit organisée parce que le premier et le deuxième s'affrontent lors du dernier match. Mais dans l'absolu, le Maracanazo n'est pas une finale. C'était juste un match de poule, pas comme les autres, évidemment. Marcelin, une Coupe du Monde, Jérôme l'a dit, que le Brésil va accueillir. Une Coupe du Monde qui était ardemment souhaitée par le Brésil ? Oui, et puis depuis très longtemps, parce qu'à la base, ils veulent organiser la Coupe du Monde de 1942, donc qui n'avait pas pu avoir lieu à cause de la guerre, mais un petit peu à l'image de l'Italie avec la Coupe du Monde 34 ou l'Allemagne et les Jeux Olympiques 36, puisque le Brésil bascule dans une dictature en 1937. Un an plus tard, il y a une très bonne performance à la Coupe du Monde, et avec des joueurs noirs comme Domingos, Fausto et Leonidas, ça met un petit peu en valeur ce qui était appelé la démocratie raciale à l'époque, qui est exaltée un peu par le gouvernement de Vargas pour montrer que tous les Brésiliens étaient égaux. Et donc il y a ce projet aussi d'organiser la Coupe du Monde pour montrer un petit peu la grandeur du pays. Donc avec la guerre, c'est reporté, mais dès que l'organisation d'une nouvelle Coupe du Monde est possible, le Brésil se positionne. C'était redevenu entre-temps une démocratie, mais l'objectif, c'est toujours de montrer que le Brésil peut organiser cette compétition. Et d'ailleurs, le journal do Sport, par exemple, la veille de la finale, déclare: si on peut être bon dans le sport, on peut être bon dans d'autres domaines. Donc pour montrer vraiment que la Coupe du Monde dépasse le cadre du football, et c'est un enjeu pour la population brésilienne et la nation du Brésil. Et à l'image d'ailleurs du Maracanã, de la construction du Maracanã, ce qu'il y avait à Rio de Janeiro seulement le São Januário, qui était petit. Donc il a pu être réformé, mais le projet c'est vraiment de faire un nouveau stade. Donc il y a 2 projets qui vont arriver. On avait parlé dans le podcast sur le changement de nom du Maracanã qui s'appelle officiellement le Stade Pelé. Mais vraiment le Maracanã va symboliser un petit peu la grandeur de la nation brésilienne, avec le plus grand stade du monde, donc 200 000 places à l'époque, et où tout le monde avait sa place. En fait, il y avait les tribunes assises et ce qu'on appelait aussi la gérale, donc pour le peuple, où c'était vraiment pas cher, et tout le monde avait sa place dans le stade. Donc le Maracanã était le stade du peuple, mais aussi le stade de l'élite, puisqu'il va être utilisé par les hommes politiques, notamment le maire de Rio de Janeiro, qui fait ériger un buste de lui-même devant le stade. Alors on le voit, il y a des enjeux politiques, il y a des enjeux comment dirais-je, d'identité, d'exaltation de l'identité brésilienne, mais aussi le retour de la Coupe du Monde en Amérique du Sud. On va s'intéresser maintenant, on va continuer de planter le décor, on va s'intéresser maintenant aux 2 protagonistes de notre histoire, et on va donc essayer de voir dans quel état ceci arrive. Et on va commencer, Jérôme, par l'Uruguay. Comment l'Uruguay, la Céleste, aborde cette Coupe du Monde, dans quel état elle arrive à cette Coupe du Monde 1950? Dans un contexte un peu ambivalent, parce que le championnat local sort de notamment une saison 48 tronquée par une grève des joueurs qui veulent se libérer un petit peu du joug des clubs qui ne les laissent pas se faire transférer après la fin de leur contrat. C'est-à-dire qu'à l'époque, comme dans de nombreux pays, les joueurs appartenaient encore à leur club, quel que soit le statut de leur contrat. Donc ils font une grève pendant bon an, maintenant, 1 an entre 48 et 49, pendant lesquels le championnat ne se joue pas, où tout est arrêté, avec notamment comme leader de cette grève Obdulio Varela et aussi Juan Lopez, c'est-à-dire l'entraîneur de la sélection, qui est l'un des membres fondateurs du syndicat des joueurs uruguayens qui organise cette grève, et qui font par exemple que dans le Sudamericano qui se joue au Brésil avant la Coupe du Monde, l'Uruguay se plante un petit peu, et notamment battu par la Bolivie, donc dans des résultats inhabituels, avec tout le respect qu'on doit aux Boliviens, parce que l'Uruguay envoie une équipe réserve. Donc il y avait vraiment une pause dans la sélection à ce moment-là qui va avoir un aspect positif quand même, parce qu'elle va vraiment souder le groupe après, plus tard, pendant la Coupe du Monde. Sinon, le groupe vient principalement du Peñarol de l'époque, qui est surnommé la machine de 1949, parce que quand le championnat reprend pour le 2e semestre de 1949, Peñarol roule un petit peu sur le championnat avec plus d'une centaine de buts et une ligne d'attaque qu'on va retrouver à la Coupe du Monde.
à part Hoberg qui est encore considéré comme argentin. Mais sinon, on retrouve les 5 joueurs d'attaque de Peñarol, c'est Riguer, Miguez, Schiaffino et Vidal. Donc c'est vraiment sur cette base-là que l'Uruguay démarre la Coupe du Monde. Ils jouent le premier match contre la Bolivie, qui est leur seul match de poule, parce que quelques pays ont renoncé finalement à la Coupe du Monde après le tirage au sort. Donc il y avait 4 poules de 4, supposément, comme on l'avait vu. Et au final, il y a 2 autres équipes dans le groupe de l'Uruguay qui ne vont pas participer. Et donc l'Uruguay se retrouve seul dans son groupe avec la Bolivie. Et donc le vainqueur de ce match-là devient le vainqueur du groupe, évidemment. Et l'Uruguay s'impose 8-0, notamment parce que les Boliviens pensent que ça va être la même équipe qu'ils avaient battue un an auparavant lors du Sudamericano, alors que pas du tout. Pour le coup, c'est vraiment 10 joueurs sur 11 qui sont différents et qui sont très motivés. Voilà, l'Uruguay arrive plutôt bien, et notamment aussi avec une Copa Rio Branco sur laquelle Marcelin va revenir, mais pendant laquelle qui est des affrontements contre l'équipe du Brésil qui joue avant la Coupe du Monde, et durant laquelle l'Uruguay n'est pas ridicule. Ouais, c'est ça. Et donc ils arrivent avec une bonne confiance en eux. Et côté brésilien, justement, Marcelin, Jérôme te tendait la perche. On arrive dans quel état à cette Coupe du Monde? Comment on va aborder cette Coupe du Monde qu'on va accueillir? Il y a vraiment la volonté de gagner la Coupe du Monde, parce qu'au début du XXe siècle, le Brésil est toujours un petit peu en retard par rapport à l'Argentine et l'Uruguay. Et ça commence dans les années 40 à essayer de jouer sur le même plan que les 2 autres pays, même s'il y a assez peu de compétition durant cette période. Mais le Brésil se cherche en tant que nation, et notamment via le football. Et ils vont remporter le championnat sud-américain donc en 1949, qui est aussi au Brésil. Donc ça va contribuer à l'optimisme de la population et des médias, même si, Jérôme l'a dit, l'Uruguay est diminué et l'Argentine ne participe pas. Et d'ailleurs, lors de ce tournoi, le Brésil, c'était aussi un championnat, et le Brésil peut être champion lors de la dernière journée, et ils vont perdre contre le Paraguay, qui revient à égalité. Et donc là, il y a un match d'appui qui est pour le coup une vraie finale, et le Brésil va battre 7-0 le Paraguay. Donc en 8 matchs, le Brésil en marque 46. Donc la moyenne est assez affolante, mais ils encaissent 7 buts. Donc vraiment, c'est une attaque incroyable, mais la presse pointe déjà des défauts de la défense. Et donc lors de la Copa Rio Branco, face à l'Uruguay qui a 2 mois avant la Coupe du Monde, le Brésil perd le premier match 4-3. Ensuite s'impose 3-2 puis 1-0 lors du match d'appui. Et à nouveau, il y a ces mêmes observations. Donc l'attaque est formidable, mais il y a des brèches en défense. Mais le pays va vraiment se concentrer en fait sur déjà le niveau de l'attaque et des joueurs offensifs qu'il y avait dans l'équipe. Et puis aussi les résultats, parce qu'au final, ils ont gagné la Copa América, enfin le championnat sud-américain, et aussi la Copa Rio Branco. Donc il y a un optimisme un peu pour la population et pour la presse avant le tournoi. Il y a aussi une grande confiance, le Sudamericano de 1949. Je vous invite à le lire, on en parle, Marcelin en parle sur le site, sur Lucarno Posé. Il est question justement de cette répétition de la Coupe du Monde en 1949, sorte de répétition de la Coupe du Monde, puisque forcément ce n'est qu'entre Sud-Américains. Et tu disais, on pointe un petit peu déjà les soucis en défense, mais on se concentre essentiellement sur l'attaque, et une attaque qui finalement va leur donne raison, puisque le déroulé de la compétition, on va rentrer dans le déroulé de la compétition pour le Brésil ne fait que augmenter ce niveau de confiance. Oui, ils vont se faire un petit peu peur au premier tour, parce que ça, il y avait le tour final pour qu'il y ait plus de matchs, mais il fallait quand même finir premier, parce que c'était seulement le premier de chaque groupe qui se qualifiait, et ils se font un peu peur au début, et le dernier match contre la Yougoslavie est décisif, et s'ils font un match nul, ils sont éliminés, mais ils vont le gagner. Et par contre, sur le tour final, ils vont battre la Suède, qui était championne olympique en titre 7-1, et l'Espagne ensuite, qui avait battu l'Angleterre, qui était le deuxième favori, on va dire, avec le Brésil pour gagner la Coupe du Monde. L'Espagne bat l'Angleterre, aussi une très belle équipe. Donc c'est victoire 7-1 et 6-1 contre l'Espagne. Ça va encore, ajouter à l'optimisme qu'il y avait. Surtout que le Maracana, en fait, à chaque match, il y a de plus en plus de personnes qui vont au Maracana. Et le stade dégage une puissance. Enfin, il aide vraiment les joueurs, notamment contre l'Espagne. Donc voilà, les Brésiliens sont vraiment confiants, à tel point qu'ils ne se demandent pas en fait si ils vont gagner la Coupe du Monde. On peut aussi rappeler qu'il n'y a eu que 3 Coupes du Monde jouées avant. Il n'y a que la France qui ne remporte pas la Coupe du Monde à domicile. Donc c'est un vrai avantage. Et donc on ne se demande pas en fait si le Brésil va gagner la Coupe du Monde, mais combien de buts ils vont marquer face à l'Uruguay, qui a été plus en difficulté sur les autres matchs du tour final et qui n'a pas eu le temps de vraiment se tester
lors du premier tour, avec le seul match contre la Bolivie. Donc voilà, les Brésiliens sont certains quasiment de la victoire finale, et du coup l'hôtel des joueurs où les joueurs se reposent va passer de Barra da Tijuca, donc qui est à l'ouest de Rio de Janeiro, qui est un endroit calme, paisible pour les joueurs qui pouvaient se concentrer, mais du coup c'était critiqué par les journalistes puisque c'était difficile d'accès. Et donc le lieu de concentration, donc de mise au vert des joueurs, va passer à São Januário, donc près du Maracanã, et l'espace va être envahi par des journalistes ou des socios du Vasco, et aussi des hommes politiques. Et donc à cause de ce changement de lieu, les joueurs ne vont pas s'entraîner les 2 jours précédents le match. Donc c'est quand même assez impensable de se dire que les joueurs ne vont pas s'entraîner avant la finale. Et même le jour du match, ils vont être réveillés à 7h du matin pour assister à une messe. Ensuite, ils vont écouter des discours d'hommes politiques, puisqu'il y avait une élection présidentielle dans les mois à venir. Donc les candidats venaient pour faire des discours en présence des joueurs et utiliser un petit peu les joueurs pour se faire élire. Et même juste avant le match, il y a le maire de Rio qui fait un discours, et il dit notamment « J'ai accompli ma promesse en vous offrant le Maracanã. Maintenant, faites votre devoir en offrant au Brésil la Coupe du Monde. » Donc voilà, si comme joueur, tu n'avais pas la pression avant la finale, je pense qu'avec le discours, tu l'as. Donc il y a une préparation dans les quelques jours avant la finale qui est vraiment mauvaise. Ah, il y a une préparation qui est particulière, en fait, c'est assez ambivalent, parce que d'un côté, il y a cette accumulation de confiance qui transpire de tout le monde, aussi par les résultats, et puis il y a cette, tu le dis à l'instant, cette pression malsaine, parce qu'on peut le dire malsaine, cette frénésie malsaine qui commence à entourer la sélection. C'est beaucoup plus calme, Jérôme, du côté de l'Uruguay, ça avance sans faire de bruit. Marcelin l'a évoqué un petit peu plus dans la difficulté, mais on avance plus ou moins tranquillement. On l'aborde comment, cette finale, Jérôme ? On l'aborde sereinement, bizarrement. C'est vrai que le parcours a été beaucoup plus difficile parce que sur les 3 matchs qu'ils ont à jouer, l'Uruguay fait match nul le premier contre l'Espagne 2-2. Ils battent la Suède 3-2 en étant menés 2-1 à la mi-temps. Donc plus en difficulté, mais ils savent arriver au dernier match qu'ils peuvent le gagner. Ils se souviennent des matchs de la Copa Rio Branco, donc ils savent qu'ils peuvent battre ce Brésil-là, qu'évidemment le Brésil est favori, mais que voilà, il faut faire les 90 minutes, peu importe ce qui se passe autour du terrain, comme le dit Obdulio Varela dans la salle d'entraînement avant le match, dans la salle d'échauffement, pardon. Et d'ailleurs, il y a cette anecdote que les joueurs, avant le match, se retrouvent donc au stade un petit peu trop en avance. Donc ils mettent des matelas par terre et ils font tous une petite sieste, et ils sont obligés de réveiller certains joueurs parce qu'ils étaient tranquillement en train de faire la sieste, et que une heure et demie après il y avait le match à jouer. Donc vraiment ça montre que les joueurs étaient pas si anxieux que ça, moins que les dirigeants, parce que pour le coup les dirigeants avaient très peur d'en prendre 3 ou 4, et ils disaient aux joueurs, ils ont dit notamment à certains joueurs s'il vous plaît ne faites attention à ce que le score soit pas trop ample, ce qui avait scandalisé un petit peu les joueurs, parce que pour eux, c'était, voilà, le match va se jouer et on verra qui est le plus fort. Ouais, donc on le voit, il y a d'un côté une confiance qui commence à se transformer en quelque chose de très négatif, de l'autre côté, je ne sais pas si on peut parler de confiance, mais voilà, tu l'as dit, de sérénité, on aborde tranquillement la finale. Et justement, ça peut-être expliquer ce qui va s'y passer dans cette finale. On va justement l'évoquer, cette finale, assez rapidement. Alors, on va pas revenir sur tout le déroulé de la finale, parce que sinon, ça prendrait peut-être un peu plus de temps, mais puis aussi parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont assez connues là-dessus. Mais si on devait retenir, messieurs, quelques faits marquants, au-delà des buts, peut-être, qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait retenir de cette finale ? Je vais commencer par toi, Marcelin. Je pense que c'est le Maracanã, en fait, et l'ambiance du Maracanã. Ce que je l'avais dit un peu, il y avait cette vraie force du Maracanã, notamment contre l'Espagne, où je pense après le 4e but, il y a une marchinha, donc une chanson du carnaval qui est reprise par le stade entier. Et voilà, il y a une vraie force du Maracanã qui va vraiment aider les joueurs. En finale, ça va être l'inverse. Après le premier but, le stade se tend, et après le 2e but, c'est encore pire, il est vraiment muet. Et même en fin de match, le Brésil va pousser, mais ils vont être en fait 11, alors qu'ils auraient pu avoir le stade avec eux. Mais le stade n'arrive pas en fait à sortir de cet état quasiment de sidération. Et jusqu'à la fin du match, ils vont pas réussir à réagir et à aider les joueurs. Et du coup, le Maracanã, en fait, c'est un petit peu retourné contre les joueurs. Je crois que c'est Nilton Santos qui avait dit que le Brésil aurait certainement gagné si
le match était déroulé ailleurs qu'au Brésil. Et on y reviendra peut-être après sur les conséquences, mais ça a été le cas aussi peut-être par exemple en 2014 où jouer à domicile devenait finalement un inconvénient pour le Brésil. Et c'est intéressant ce que tu expliques sur l'état de sidération. Alors on peut peut-être l'expliquer par la pression qu'il y avait. Bon, alors que les joueurs aient une certaine pression malsaine ou qu'il y ait ces jambes qui se mettent à trembler quand tout ne tourne pas bien, et surtout quand on arrive dans un état d'ultra confiance, qui rejaillit sur le public. Et le parallèle que tu fais avec ce qui s'est passé au Mineirão en 2014, on a ce même état. Bon, alors, il y a quand même pas le même empilement de buts coup sur coup, hein, parce qu'il y a ces fameuses minutes de folie pure qui s'abattent sur le Brésil, mais il y a aussi cet état de sidération dès que l'Allemagne se met à mener au score assez rapidement en 2014. C'est pas soigné ça quand même, hein, côté brésilien. On peut faire le parallèle par rapport à cela sur l'ambiance au stade. Oui, ouais, franchement, il y a eu les 2 Coupes du Monde où ça s'est retourné en fait contre le Brésil de jouer à domicile, certainement parce que peut-être encore plus en 1950. Il y avait un enjeu qui était bien plus fort que de gagner une Coupe du Monde. On existe en tant que nation. Et oui, ça a été le cas pour tout le stade et du coup tout le pays après. Et on va passer donc côté uruguayen. Jérôme, pareil de ton côté, s'il y a des faits à retenir de cette finale, je le disais, au-delà des buts, même si évidemment en Uruguay on va aussi retenir les buts, tu retiendrais quoi toi de celle-ci ? La tranquillité justement que certains joueurs les plus expérimentés ont transmis aux plus jeunes. Et l'image évidemment, celui qu'on connaît tous dans ce cadre-là, c'est Obdulio Varela, qui à plusieurs moments clés du match va ramener la tranquillité à ses collègues. Pour expliquer un petit peu, avant le début du match, par exemple dans les vestiaires, ils reçoivent des pétards jusqu'à la porte des vestiaires, tirés alors soit par les supporters ou par l'entourage qui veut faire brésilien, qui veut faire un petit peu peur à l'Uruguay. C'est le sport entre guillemets. Et Varela là se lève tranquillement, sourit et dit mais ils pensent quoi ces Japonais qui vont nous faire peur avec 3 pétards? Pareil pendant le match, il appelait n'importe quel groupe de plus de 2 personnes, il les appelait les Japonais, Obdulio Varela, rien contre la population japonaise évidemment. Puisque par exemple à un autre moment du match, quand l'Uruguay mène 2-1, il va simuler un petit peu une blessure, le médecin court vers lui en lui disant capitaine ça va, et lui répond non j'ai rien, t'inquiète pas, mais dis aux Japonais d'aller boire un petit peu à la gourde sur le bord du terrain pour se calmer un petit peu, pour que les nerfs soient remis en place. Et à ce moment-là il dit les Japonais pour parler des siens, et évidemment le principal geste c'est après le 1-0 où ils vont contester le but brésilien auprès de l'arbitre pour hors-jeu. Les Uruguayens sont vraiment persuadés qu'il y a hors-jeu, parce que l'arbitre de touche lève son drapeau. Donc même si c'est l'arbitre central qui décide au final, mais les Uruguayens diront toujours, oui, mais l'arbitre de touche a levé son drapeau, donc il est hors-jeu. Donc évidemment, Varela prend la balle et va voir l'arbitre, et va parlementer pendant 2 minutes, va exiger un traducteur, parce que l'arbitre ne parlant pas espagnol, un petit peu pour rien, mais pour que l'ambiance retombe, pour que les Uruguayens ne soient pas submergés par la vague. Et voilà, c'est encore l'un des moments où le rôle de Varela va être de dire on se calme, tout va bien, on est des bons joueurs de foot, vous inquiétez pas. Et ça, il le fera tout au long du match. Une incroyable capacité à gérer l'événement. C'est aussi peut-être pour cela que Varela a une telle aura encore aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est le rôle c'est le grand capitaine. C'est en plus sa place sur le terrain parce qu'il est center half, comme on dit, centroja en espagnol, donc il est au milieu du terrain dans un rôle un petit peu plus reculé, un peu plus défensif, mais c'est lui qui oriente le jeu. C'est lui l'un des plus expérimentés de l'équipe, parce qu'il est déjà, entre guillemets, plus si jeune pour jouer la finale. C'est vraiment lui le taulier de l'équipe. Et lui qui va réussir à bien faire comprendre, à calmer l'enjeu auprès de l'équipe et à leur dire à jouer au football. Ce qui a peut-être manqué dans l'équipe du Brésil, où à un moment donné, peut-être quelqu'un aurait dû leur dire calmez-vous, jouons au football et tout va bien se passer. Lui, il l'a fait côté Uruguay. Ouais, c'est ça, cette gestion de l'événement qui n'a pas été faite par un cadre brésilien. Il y avait, je sais qu'on l'avait pas forcément préparé celle-là, mais Marcelin, il y avait quelqu'un pour jouer éventuellement ce rôle côté Brésil, ce rôle de leader capable justement d'absorber la pression. Le capitaine est Augusto, mais il n'y avait pas un gros rôle finalement. Je pense que si quelqu'un devait réagir, c'était plus Zizinho, qui était le leader technique et qui en plus qui est un joueur techniquement exceptionnel, mais qui était en plus vrai combatif, qui avait cette hargne, on va dire. Mais lui, il a su quand même réagir dans le match en fait.
mais les autres joueurs à côté de lui étaient éteints, je crois, même si, je sais pas si il a dit quelque chose sur le terrain, mais les autres joueurs ont pas su réagir, alors que lui, il l'a fait un petit peu plus sur la fin du match. Ouais, donc il y a eu quand même, voilà, on le voit, hein, il y a une gestion différente. Alors on connaît donc le final de l'histoire. L'Uruguay va donc s'imposer, s'impose 2-1, éteint complètement le Maracana. On connaît toutes les anecdotes, enfin les déclarations qui ont suivi, hein, là-dessus. On va passer, nous, après, on va essayer d'analyser les conséquences. Et nous, on l'a vu, hein, et si vous avez un jour la chance d'aller au Brésil et d'aller au musée du foot, d'ailleurs, allez-y, hein, si vous allez au Pacaembu, allez au Pacaembu aussi, ça vaut le coup. On en parlera un de ces quatre sur cette chaîne. On va analyser les conséquences parce que si aujourd'hui le Brésil voilà, fait ce travail de ne surtout pas oublier 1950, les conséquences dans les années qui ont suivi, Marcelin, pour le Brésil, elles sont quand même immenses, vraiment immenses, ouais. Oui, bah, il y en a plusieurs. Il y a pour les joueurs déjà. Donc Barbosa et Bigode qui vont être critiqués dans les analyses d'après-match par plusieurs journaux. Mais c'est quelque chose qui va rester en fait. Et les joueurs vont être liés éternellement au Maracanazo. Et ils vont être réduits en plus à ce drame. Même si aujourd'hui, je pense que Barbosa a été réhabilité, malheureusement pas de son vivant, mais aujourd'hui, on connaît un petit peu l'histoire de Barbosa, tout ce qui s'est passé après, et on reconnaît que c'est une injustice. Donc Barbosa, le gardien, qui a été jugé coupable sur le but de Giggia, mais aujourd'hui, voilà, on dit que Barbosa ne méritait pas de subir tout ce qu'il a subi. Mais pour moi, du coup, aujourd'hui, la plus grande victime en fait de ce match, c'est Bigode, qui était l'arrière gauche, donc il se fait un petit peu prendre de vitesse par Giggia. Parce que l'histoire de Bigode aujourd'hui, elle est pas du tout connue. En fait, quand on parle de ce match, on va parler de Barbosa, mais on parle jamais de Bigode. Et même pour les Brésiliens, je suis pas sûr si on demande qui était Bigode, ils vont savoir répondre. Donc ça a été très compliqué pour ces joueurs-là. Coupe de seconde, ça veut dire qu'il a été rayé de la carte complètement ? Au-delà d'être réduit, tu vois, tu disais ils ont été réduits à cette tragédie. Bon, Barbosa, tu l'expliques, il a été réhabilité. Et on l'avait vu, lui, de son vivant, donner il y avait eu cette fameuse déclaration où, en disant que lui, il avait été condamné à la plus lourde peine au Brésil. Mais Bigode, lui, est clairement rayé des listes, en fait. On n'en parle même plus. En fait, il est tombé. On essaye de l'oublier. Oui, en tout cas, on l'a oublié. Je ne sais pas si on a essayé, mais je crois qu'il est quand même dans le groupe pour le Panamericano de 52. Mais sinon, oui, non, après, et puis même après je veux dire, dans l'histoire, au sein dans le déroulé, tu sais, il y a énormément, c'est à toi que je le dis, mais bon, hein, je t'apprends rien, d'œuvres concernant l'histoire du football brésilien et tout. Bigode est oublié par rapport à cela ? Sur sa carrière, oui, on connaît pas grand-chose et on sait pas, qui il est. Oui, non, il y a très peu de choses. Après, il y a des livres sur 1950, donc là on va en parler un peu plus parce que ça le concerne aussi, mais sinon même oui, sur sa carrière, ce qu'il a fait à côté, non, il y a très peu de choses sur Bigode, donc ouais, c'est pour ça me semble être la plus grande victime, on va dire, du Maracanazo, même si c'est le cas en fait pour tous les joueurs et aussi pour les deux grandes stars du Brésil, de cette équipe qui aurait pu pour moi avoir une place beaucoup plus importante dans l'histoire du football brésilien, avec forcément une Coupe du Monde en plus. Donc Zizinho qui a été comparé à Pelé, qui est l'idole de Pelé et qui est aussi un joueur exceptionnel, mais je trouve que il fait la transition en fait entre Léonidas et Pelé dans l'histoire du foot, mais il n'a pas du tout la même place que les deux autres dans l'histoire du foot brésilien. Et puis l'autre, c'est Ademir, donc, qui était le buteur de l'équipe et qui était très rapide, technique, puissant déjà, qui pour moi, voilà, il peut se placer en tant qu'avançant au niveau de jeu pour un Léonidas ou un Tostão par exemple. Et pareil, je trouve qu'on parle beaucoup moins d'Ademir, qui est le meilleur buteur brésilien sur une édition de Coupe du Monde, puisqu'il en met 9. Et donc personne l'a fait, pas Romario, pas Ronaldo, pas Pelé. Mais je trouve qu'on parle un petit peu moins de ces deux joueurs dans l'histoire du foot brésilien par rapport à la place qu'ils auraient pu avoir. Et puis la deuxième conséquence, plus que les joueurs, en fait, c'est pour toute la nation, puisqu'on l'a dit, le Brésil, avec cette Coupe du Monde, avait l'espoir de devenir une grande nation et de rivaliser avec les Européens. Et du coup, avec la défaite, le Brésil est renvoyé un pays du tiers-monde. En fait, parce que l'objectif, c'est de battre les Européens. Et au final, ils perdent contre l'Uruguay.
Donc pour l'image en fait du Brésilien de lui-même, c'est assez catastrophique. L'écrivain Nelson Rodrigues va parler du complexe du chien bâtard pour expliquer ce sentiment d'infériorité vraiment des Brésiliens. Et de la même manière que la Coupe du Monde, c'est plus que du football, du coup la défaite, c'est une position d'infériorité, pas que dans le football, mais pour beaucoup de domaines. Et il y a ce sentiment d'être une nation maudite dans les témoignages ou écrits de la presse. Il y a le vocabulaire du deuil et de la mort qui va revenir très régulièrement pour parler du Maracanazo. Et donc voilà, tu sors un petit peu à essayer d'oublier d'ailleurs le maillot blanc du Brésil qui joue avec depuis peut-être pas 1914, là je suis pas sûr, mais enfin tout dans les toutes premières années. 1914 c'est blanc déjà. Enfin bref, le premier maillot du Brésil est blanc. Après, ils vont devoir changer le maillot pour essayer d'oublier 1950 et ça va être jamais vraiment oublié, même si on peut dire que la Coupe du Monde 1958, donc la première remportée par le Brésil, va aider un petit peu à dépasser ce complexe du chien bâtard. En plus, avec des joueurs qui étaient essentiellement brésiliens dans leur essence, que ce soit les 3 joueurs de 58, c'est Didi, Pelé et Garrincha. Ils sont 3 joueurs vraiment brésiliens dans leur façon de jouer, puisqu'après 1950, les Brésiliens vont essayer à un moment d'imiter les Européens, et finalement c'est avec des joueurs vraiment brésiliens qui vont parvenir à dépasser un petit peu le traumatisme de 1950. Et j'en parlais dans le magazine numéro 3 qui revient sur la Coupe du Monde, du coup avec l'article sur la Coupe du Monde 58. Il y a vraiment cette volonté de dépasser 1950. Et d'ailleurs, le but où Didja marque, le côté du Maracana où il y avait le but de Didja, c'était appelé le but de Didja jusqu'en 1958. Et après, cette notion disparaît un petit peu avec le premier sacre brésilien. Et pour voir à quel point tu parlais du maillot, le maillot blanc, le Brésil l'a ressorti en 2019 pour ouvrir sa Copa América. Et ça avait fait énormément parler à ce moment-là. Il y a eu beaucoup de symboles qui avaient été dépassés lors de cette Copa América 2019, notamment celui de ne plus perdre avec ce maillot blanc. Je ne sais pas si on sera amené à le revoir, si c'était une simple opération marketing, mais ça avait fait beaucoup parler. Et tu évoques ce maillot, Marcelin. Le clin d'œil du destin, Jérôme, c'est qu'il a été créé par un Uruguayen, le fameux nouveau maillot jaune avec short bleu du Brésil. On va s'intéresser donc à ce qui se passe au sud, en Uruguay. Jérôme, quelles sont les conséquences au pays sur cette victoire de 1950 ? Mais ce qu'il y a d'incroyable, c'est que c'est vrai que ça a tendance à passer pour nous, étrangers, entre guillemets, à tout cela. On a tendance à voir la finale de 1900, enfin la finale, donc le dernier match de 1950, comme un drame presque. Et les Uruguayens, ce qu'il y a de rigolo, c'est que les joueurs sur place qui vivent la finale le ressentent vraiment tout de suite après la victoire. Il y a un moment de joie, il y a des larmes évidemment, mais très rapidement, il y a aussi ce sentiment de malaise, parce que tous les Uruguayens voient bien qu'il se passe quelque chose au-delà du football, dans les tribunes, dans le pays quand ils sortent le soir, et ils disent tous vraiment, si on avait su, il y a 2-3 joueurs qui le disent, si on avait su ce qui se passerait après, est-ce qu'on aurait gagné le match quand même ? Il y a Miguel qui dit ça, il y a Varela qui dit ça. Et donc c'est vraiment un sentiment très bizarre parce que les Brésiliens sont vraiment tous en larmes. Ce qu'il y a d'incroyable, c'est que souvent c'est le type de match qui aurait pu finir dans la confrontation. C'est-à-dire que si ça avait été comme l'Uruguay-Argentine des années 30, ça terminait toujours en castagne, quoi. C'était comme ça. Les Brésiliens, pour le coup, ont une immense tristesse, applaudissent quand même les Uruguayens, c'est-à-dire que même dans le Maracana, qu'on dit toujours silencieux, comme Rigal l'a tant dit après en disant « Je suis l'homme qui a rendu silencieux le Maracana ». C'est vrai, mais les Uruguayens font un tour d'honneur, ils sont applaudis par le stade après avec la coupe, un quart d'heure, une demi-heure après le coup de sifflet final. Donc les Brésiliens l'ont en plus pris avec beaucoup de sportivité, mais quand même comme un drame national. Ce qu'il y a de rigolo, donc c'est les joueurs sur le terrain. Et à côté de ça, au pays, c'est une fête formidable. C'est-à-dire que ce que les gens voient aujourd'hui comme le drame du Brésil, mais à l'époque, à Montevideo, c'est la gloire internationale du pays et basta. Ils ne considèrent pas, du moins à ce moment-là, la victoire comme quelque chose de mal. C'est vraiment juste une fête incroyable parce que le match a été suivi à la radio par la voix de Carlos Solé, c'est-à-dire que c'est la première Coupe du Monde sans doute
à part celle de 1930 évidemment, parce que c'était sur place en Uruguay, mais que les Uruguayens peuvent suivre à la radio très simplement, parce qu'ils ont maintenant des postes de radio en immense majorité, et ceux qui n'ont pas de poste de radio peuvent aller au pire des cas dans les cinémas, qui font des retransmissions radio des matchs, et c'est la liesse dans le pays, c'est la liesse dans la ville, et ils vont mettre 2 semaines à s'en remettre, parce qu'ils vont pas, voilà, ça va être une fête extraordinaire. Donc voilà, il y a un petit peu de tout ça, et les Uruguayens, ça reste une fierté extraordinaire, ça reste l'un des matchs les plus importants de l'histoire, même si bizarrement pour l'Uruguay, pour la suite, le match qui restera comme le match du siècle, bizarrement, et comme quoi les peuples aiment bien les drames quand même. Ce qui reste en Uruguay, c'est-à-dire que le match contre celui qu'on appelle le match du siècle en Uruguay, pour le coup, sera la défaite en demi-finale en 1954 contre la Hongrie, qui mettra fin à cette période de temps qui avait commencé en 1924 à Colombes, en banlieue parisienne, qui s'achève en 1950 par la victoire des Uruguayens, où les Uruguayens, pendant 26 ans, dominent vraiment le monde, on peut le dire un petit peu, parce qu'ils ne perdent pas un match de Coupe du Monde, ni de championnat du monde sous l'égide du CIO en 1924 et 1928. Et le match du siècle pour eux, la défaite de 1954 contre la Hongrie au bout du temps additionnel, à cause de tout un tas d'histoires, à cause d'un Varela blessé, à cause d'un Miguez pas titulaire en pointe, et les Hongrois s'imposent 4-2 au bout des prolongations. Et c'est ce qui sonne un petit peu le glas pour quelques années des exploits du football uruguayen. Ouais, mais on doit aimer ça, tous les peuples, essayer de se construire dans la douleur et donc se rappeler des plus grandes douleurs. Il y a peut-être effectivement ce côté. Alors on le voit, hein, donc il y a évidemment des conséquences bien différentes et il va rester une dernière question, messieurs, pour revenir et pour essayer d'évoquer globalement ce Maracanazo. Vous commencez à voir où je vais vouloir en venir. C'est justement, est-ce qu'il en reste quelque chose aujourd'hui? Et je vais commencer par toi, Marcelin, parce que voilà, je suis désolé au moment où on enregistre ce podcast, parce que ça a été un tout petit peu, enfin ça a été pas mal évoqué quand même en Argentine. Le mot a été utilisé en Argentine. Il revient même assez fréquemment, hein, quand une équipe d'un autre pays sud-américain va s'imposer au Maracana, on parle toujours de Maracanazo. Mais donc la victoire de l'Argentine en Copa América 2021 au Maracana a été affublé du titre de nouveau Maracanazo par les Argentins. Est-ce que ça a été le cas au Brésil? Est-ce qu'il en reste quelque chose de 1950 ou est-ce que maintenant on a, je ne vais pas dire définitivement tourné la page, parce que je le disais, allez au musée du foot et vous verrez qu'ils n'ont pas intérêt de tourner la page et qu'ils l'affrontent droit dans les yeux. Est-ce qu'il en reste quelque chose de ce Maracanazo au Brésil? Oui, il en reste quelque chose. Alors, on a assez peu parlé, en effet. On ne l'a pas comparé, en tout cas, à la défaite contre l'Argentine de dimanche, puisque du coup, je pense que ça n'a pas du tout le même impact pour le Brésil. Du coup, il y a juste PVC, donc qui est un journaliste brésilien, qui a parlé d'un petit Maracanazo, mais ça n'a pas été comparé au Maracanazo. Et même si l'expression peut revenir contre le Brésil perd, aussi Flamengo par exemple en 2008 contre l'América. Là on a parlé aussi de Novo Maracanazo. Donc c'est quelque chose qui revient en fait potentiellement dans chaque Brésil-Uruguay. On peut en reparler et l'Uruguay reste toujours un adversaire qui va toujours être craint en fait. Comme ils étaient tellement sûrs de gagner en 50, maintenant ils se disent qu'ils peuvent perdre à chaque fois, même si l'Uruguay est très mal. Le Brésil se dit toujours qu'ils peuvent perdre. Et il y a eu toujours cette volonté aussi d'avoir une vengeance. Ça a pu être aussi au début par l'intermédiaire des clubs, puisque le Brésil va pousser pour organiser le mondial des clubs, donc en 51, juste après, pour montrer qu'ils pouvaient quand même gagner une Coupe du Monde. Il y a aussi des matchs entre Vasco et Peñarol, qui étaient les bases des deux équipes qui vont se jouer. Un match au Maracana et un au Centenario. Et puis pour le Brésil-Uruguay, il va y avoir 70. Donc là, on avait commenté le match avec Jérôme, la demi-finale de Coupe du Monde. J'en reparle aussi dans le dernier magazine. Et puis il y a aussi la Copa América 1989, où c'est aussi un tour final. Le Brésil-Uruguay est décisif et se joue en plus le 16 juillet. Donc il y a tous les ingrédients pour une vengeance. Le Brésil s'impose 1-0 avec un but de Romario. Mais malgré 70, malgré 1989, en fait on a le sentiment que ça ne sera jamais complètement vengé. Oui, d'ailleurs, il restera toujours quelque chose. Il y avait une petite chance, c'était en 2014, et on en a déjà parlé. Ça s'est fini sur une nouvelle tragédie. On a employé aussi le terme de Minerazo, même si aujourd'hui c'est plutôt Seth Aoum qui revient pour parler de ce match. Mais on a parlé du Minerazo en comparaison au Maracanazo, à tel point qu'on se demande en fait si le Brésil va un jour être candidat à l'organisation d'une nouvelle Coupe du Monde, vu comment ça s'est passé les deux premières fois. On a parlé aussi du maillot blanc qui n'est plus porté
enfin qui n'a plus été porté jusqu'en 2019 un petit peu pour conjurer ce sort, mais même s'ils ont gagné finalement la Copa América, pareil, ça n'efface pas le Maracanazo. Donc voilà, c'est quelque chose qui revient régulièrement et qui sera jamais vraiment effacé. Même si le Maracana n'est pas non plus un stade maudit, puisque on a parlé de la défaite contre l'Argentine. C'était au final la première défaite du Brésil en finale au Maracana, si on considère que le match de 5 ans, c'était encore le tour final, puisqu'ils vont gagner donc la Copa América, j'ai parlé de 89 et 2019, et aussi la Taça Independencia en 72, et puis dernièrement la Coupe des Confédérations 2013. Donc le Brésil sait aussi gagner au Maracana. Mais par contre, oui, le Maracanazo, en fait, je pense, ne peut pas être vengé. Et du coup, on va continuer à en parler. Il y aura toujours des occasions pour en parler. Ouais, il sera peut-être vengé si l'Uruguay accueille une Coupe du Monde et que le Brésil s'impose en finale. Peut-être aussi, ouais, comme de la même manière pour Voilà, c'est ça. venger le 7-1 contre l'Allemagne. Il fera une Coupe du Monde en Allemagne, gagner 7-1 face à l'Allemagne. Donc, Alors, je ne peux pas parler pour l'Allemagne, hein, mais avant que l'Uruguay organise une finale de Coupe du Monde, je pense qu'on peut se lever de bonne heure. Voilà, c'est ça. Pour les deux, ça me paraît compliqué. C'est clair. Oui, voilà, on avait évoqué la possibilité de 2030 pour l'Uruguay, mais je suis pas convaincu non plus que l'Uruguay, si jamais par magie il arrivait à organiser une Coupe du Monde et aller en finale de cette Coupe du Monde, l'aborderait avec un excès de zèle ou un excès de confiance, comme ça pouvait être le cas sur ce Brésil de 1950. Justement, on parle de l'Uruguay, Jérôme. Il en reste quelque chose de ce Maracanazo aujourd'hui en Uruguay. On a la sensation, je vais te laisser répondre, mais pour compléter un petit peu, on a quand même la sensation que l'Uruguay est l'une des rares sélections de la zone qui est capable de regarder le Brésil de manière, droit dans les yeux. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tout le temps les battre. Ils n'en ont jamais, ils ne les craignent jamais. On a la sensation qu'ils ne les craignent jamais. Est-ce que c'est un héritage? Ça peut être un héritage de ce Maracanazo? Oui, c'est un héritage de ça. Ce qu'il y a de rigolo, c'est que pendant longtemps, la génération dorée du football uruguayen était celle des années 20. Elle est restée beaucoup plus comme une génération de vainqueurs que celle des années 50. Pour une raison simple, c'est que celle des années 20 avait grosso modo jamais perdu, alors à part des championnats sud-américains, qu'on appelle après Copa América, et sinon ils n'avaient jamais perdu, ils ont rien perdu, donc c'était resté comme des héros, les Nassadzi, les Castro. Celle de 1950 a perdu en 54, ce qui fait qu'elle était rentrée un peu dans le rang, et elle a longtemps pas été si célébrée que ça en Uruguay, parce que Varela est mort dans sa petite maison dans les années 90 sans être un héros, sans être un homme riche. Riga, pareil, a plus bénéficié de ça sur la fin de sa vie, dans les années 2010, quand on a commencé à revenir historiquement, et notamment au niveau de la FIFA et des autres pays, sur ce qu'avait été la Coupe du Monde 1950, mais en Uruguay pendant longtemps ça a presque été un anonyme. Donc ça s'est resté en Uruguay, et en effet aujourd'hui encore, par contre, l'Uruguay aime bien dire qu'ils ont peur de personne, parce que c'est un petit peu toujours des outsiders, hein, donc c'est aussi un aspect positif d'avoir moins de pression que au vu de la population, en se disant on est 3 millions, donc de toute façon si on gagne, c'est que du bonus, et voilà, donc ça reste un petit peu comme ça, comme aujourd'hui, quelque chose qui est accepté comme un grand geste, et d'ailleurs qui a été remis au goût du jour par Tavares, qui aime bien se baser sur l'histoire, et qui dit que l'un des grands problèmes de l'Uruguay est justement de ne pas avoir su dans les années 50, 60, 70 prendre appui sur ce qu'avaient fait les joueurs en 1950. Donc aujourd'hui, ça a été remis au goût du jour. Il y a des livres qui sont sortis sur chacun des protagonistes. Et maintenant, ils sont vraiment célébrés à leur juste valeur, alors qu'ils ne l'ont pas été pendant de nombreuses années. C'est d'ailleurs peut-être, tu le disais, Tavares le regrette, c'est peut-être justement un vrai regret pour l'Uruguay, qui sait ce qu'aurait pu donner un Uruguay construit justement sur cette histoire. Oui, après, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, notamment le fait que beaucoup des champions des années 50 partent en Italie, notamment, dans les années 52, 53, 54. Donc après, forcément, quand ils reviennent au pays dans les années 60, 65, je ne vais pas dire qu'ils sont oubliés, parce que ce serait péjoratif, mais c'est plus la même chose, forcément, que s'ils avaient fait toute leur carrière dans les clubs locaux. Beaucoup ont essayé en tant qu'entraîneur et se sont cassés la figure, donc voilà, c'était pas si évident que ça, mais ça reste comme un geste extraordinaire, c'est-à-dire que ça reste une geste d'ailleurs, je crois qu'on dit, ça reste quelque chose qui est extraordinaire et qui est vécu positivement en Uruguay. Donc voilà, on a toujours tendance à penser au drame côté brésilien, côté uruguayen, c'est la 4e étoile, donc c'est magnifique. C'est ça, et c'est la dernière pour l'instant, en attendant la prochaine, bien sûr. Il faut qu'on revienne sur le Brésil assez rapidement. C'est ça, il va falloir que le Brésil réorganise une Coupe du Monde, mais bon, Marcelin te l'a dit, c'est peut-être pas dans l'idée prochaine. Et de toute façon, ça risque d'être compliqué pour les Sudam d'avoir une autre Coupe du Monde, mais c'est un
un autre débat. Bah écoutez messieurs, je pense qu'on a bien fait le tour de ce Maracanazo dont on commémore l'anniversaire, hein. Alors vous l'avez compris, de différentes manières. D'ailleurs, ça sera commémoré chez vous, c'est la dernière question. Ça sera commémoré entre guillemets, c'est commémoré chaque année, que ce soit au Brésil ou en Uruguay. Il y a des articles qui sortent dessus? Oui, je crois que tu peux toujours retrouver des articles. Tu as aussi l'anniversaire de mort maintenant des joueurs qui ont participé. Oui, le 16 juillet, ça revient. Tu as forcément des posts, que ce soit sur les réseaux sociaux, oui, des articles dans la presse. Tu en parles, ouais. En Uruguay, beaucoup. Ouais. Oui, beaucoup. Il y a des numéros spéciaux. Et d'autant plus maintenant, encore une fois, ça s'est pas fait pendant de nombreuses années. Et maintenant, on prend plus appui sur l'histoire du football. C'est quelque chose qui se retrouve beaucoup, beaucoup. Et justement, maintenant, c'est l'objectif, c'est de faire vivre cette mémoire, parce qu'en effet, Ria est mort, et le dernier survivant donc, des 22 joueurs qui ont joué ce jour-là, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, mais un 16 juillet, jour de la finale. Et l'objectif maintenant est de faire vivre cette mémoire-là sans les hommes qui l'ont vécu. Effectivement. Bah voilà, écoutez, merci beaucoup messieurs, merci Marcelin, désolé d'avoir remué un petit peu le couteau, hein, mais on le fait bien, hein. Au Brésil, on sait se regarder droit dans les yeux, hein. Oui, ouais, puis c'est ça, en fait, on l'a dit aussi, les nations aiment bien aussi se construire dans la douleur, et ouais, c'est quelque chose qui est tellement important au Brésil. Je sais plus quel joueur de 50 avait dit que si on avait gagné en 1950, on n'aurait peut-être plus jamais gagné la Coupe du Monde. Donc c'est vraiment un événement fondateur pour le football brésilien et très important, on l'a dit, je pense, pour la société brésilienne, c'est vraiment plus que du football. Ok, écoute, merci beaucoup. Et merci aussi à toi, Jérôme, d'avoir vécu de nouveau ce moment de gloire uruguayenne. Oui, et je peux faire une petite remarque pour terminer. C'est incroyable aussi comment les Brésiliens ils l'ont pensé, parce que Marcelin n'arrête pas de dire depuis tout à l'heure si ça avait été joué là, si ça avait été joué à l'étranger, si on ne l'avait pas gagné. Et donc il y a vraiment un aspect d'une réflexion sur le sujet qui est passionnant, parce que c'est incroyable de penser que dans l'absolu, ils auraient très bien pu gagner celle de 50 et gagner celle de 58, hein, vu des équipes et des joueurs. Mais voilà, il y a cette petite réflexion-là qui est propre au Brésil et qui est peut-être quelque chose d'intéressant à voir. Par exemple, en Uruguay, il n'y aurait pas forcément. Et donc voilà, c'est toujours intéressant de parler de ce type de sujet. Cette capacité à analyser les défaites en prenant un peu de recul, c'est vrai. Et c'est peut-être je pense peut-être même que c'est une exception, hein, en Amérique du Sud. On va pas déborder sur d'autres continents, mais c'est vrai que tu as raison de le souligner. Écoutez, merci beaucoup messieurs. On va vous laisser là, hein. On va vous remercier aussi de nous avoir écoutés. On va vous inviter à vous abonner aux différentes plateformes sur lesquelles vous venez d'écouter ce podcast, quelle qu'elle soit. On va aussi vous inviter à consulter régulièrement notre site, et si vous voulez nous soutenir, vous n'oubliez pas, il y a les magazines et il y a aussi les livres, le Garincha de monsieur Marcelin Chamois qui était avec nous aujourd'hui, et les 11 Caminos, les 11 chemins vers le but en français, le livre sur Bielsa. Tout est disponible, je vous mets les liens dans les différentes descriptions, quel que soit l'endroit où vous nous écoutez. Voilà, c'est le dernier épisode de la saison 4. On se retrouvera bien évidemment à la rentrée pour une saison 5 de Bola Latina. On va vous laisser reprendre vos activités et on vous souhaite une bonne fin de journée ou un bon début de journée en fonction de l'heure à laquelle vous nous avez écouté. À bientôt les amis.